Régis Le Sommier, pourquoi d'abord Donald Trump est-il allé aussi vite? Ça fait pas 2 semaines qu'il est à la Maison Blanche. Bon, c'est vrai qu'on l'a vu, il est très efficace. Hein. Quand il dit quelque chose, il l'applique, il n'attend pas. Oui, il n'attend pas. Pourquoi il va aussi vite? Il y a effectivement cette idée que, vous savez, aux États-Unis, il y a les élections de mi-mandat qui arrivent dans 2 ans, et qu'un président qui a une majorité comme telle qu'il a actuellement à la Chambre et au Sénat, il veut profiter pour passer un maximum de réformes et imposer sa politique le plus vite possible. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense que Trump est quelqu'un qui fonctionne avec des obsessions sur le long terme, on va dire. Vous savez, évidemment, on peut peut-être juste évoquer cette histoire du Groenland, mais le Groenland, le projet de rachat du Groenland, d'annexion du Groenland... Franchement, en 2025, allez, on va annexer le Groenland, allez hop là. Oui, mais on en avait déjà parlé dans son premier mandat. Donc c'est pas la première fois, et cette histoire de 51e État des États-Unis pour le Canada, le fait de faire exploser le Canada, c'est quand même aussi quelque chose, c'est une petite musique qui fait... voilà. Et Trump est obsédé par une chose particulièrement, c'est qu'il pense que le reste du monde profite des États-Unis et que les États-Unis ne profitent pas du reste du monde. C'est-à-dire, super gendarme planétaire. Prenez l'OTAN, par exemple. Quand il a dit, pendant son premier mandat, qu'il allait, quand il a menacé les États-Unis de sortir de l'OTAN. Menacer les États-Unis de sortir de l'OTAN, ça veut dire qu'il n'y a plus d'OTAN, puisque l'OTAN est quelque part guidée, financée. Et justement, précisément, c'est là-dessus qu'il a dit nous finançons trop, et il a fait le calcul simple pour ce qui est de l'Allemagne. Il a dit les Allemands se fournissent aux 2/3 en hydrocarbures des Russes qui sont nos adversaires, et nous on paye pour leur sécurité. C'est pas possible, il faut qu'ils payent, il faut que tout le monde paye, sinon on se retire. Donc il a ça revient régulièrement, et c'est quelqu'un qui ne fonctionne qu'est-ce que ça nous rapporte? Je vous donne un seul exemple. Son ancien ministre de la Défense, le général Mattis, pendant son premier mandat, raconte cette anecdote qu'à chaque fois qu'ils se réunissaient, Trump revenait sur la question de la Corée du Nord, vous savez, une zone de démarcation dans laquelle il y a 40 000 soldats américains dans la zone de démarcation. Et Trump disait, 40 000 soldats américains, mais ça nous coûte tant, je sais plus quelle somme, il faut les retirer. Et Mattis lui disait, mais non, parce que si on n'a pas ces 40 000 soldats-là, et que Kim Jong-un tire un missile, eh ben, on va mettre 2-3 minutes supplémentaires à savoir qu'il l'a tiré, et si on doit riposter et éventuellement engager la force armée, il faut qu'on ait les... Alors, Trump disait, voilà, nouveau meeting, pourquoi on a 40 000 soldats? C'est pareil pour les troupes américaines en Allemagne, c'est pareil pour tout, finalement. Et il pense que le monde profite des États-Unis. Et d'une certaine façon, avec la Chine pendant son premier mandat, ça a été le premier à tirer la sonnette d'alarme et à dire la Chine bénéficie de conditions tarifaires, commerciales absolument ultra avantageuse, et il est revenu sur des accords qui avaient été faits pendant l'ère Obama, juste avant lui. Donc il a tiré la sonnette d'alarme. Là, actuellement, il pense que le Canada et le Mexique profitent des États-Unis, que d'abord pour le Canada, tout ce qu'ils ont comme hydrocarbures, etc., les États-Unis l'ont, donc ça va pas leur coûter grand-chose. Il impose ces tarifs parce que je pense qu'il veut faire véritablement amoindrir le pays, voire le faire exploser. Il a un appétit énorme parce que au niveau géopolitique, il a compris que il y a une grande part des choses qu'elle est jouée dans le Grand Nord, donc le Canada, le Groenland. C'est pas par hasard qu'il y a ça. Hein. Il y a la question des hydrocarbures, il y a la question des métaux rares, il y a la question de plein de choses pour le Groenland. Il y a la question des routes maritimes qui vont s'ouvrir, qui sont en train de s'ouvrir avec le réchauffement climatique. Vous savez, les Russes ont déjà mis leur drapeau au fond de la mer sur le passage du Nord-Est. Et puis au Groenland, moi je m'y étais rendu il y a quelques années, j'étais surpris de découvrir qu'il y avait déjà des entreprises de forage qui étaient là pour creuser des mines, récupérer des matériaux australiens, qui étaient en fait des faux nés des Chinois. C'est-à-dire en fait des Chinois qui utilisaient des entreprises australiennes. Donc la compétition était déjà là. J'y suis allé il y a 5 ans, en 2019, au Groenland, et la fonte de la banquise était telle que évidemment ça révèle, voilà. Et évidemment, les États-Unis veulent participer et veulent surtout bénéficier de ces richesses. Mais là, il a déclenché une guerre commerciale mondiale, là, Donald Trump, là, parce que là, il prend la Chine. Non. Alors attendez, le Canada, le Mexique, après ça va venir sur nous. Vous avez vu les Chinois, c'est 10%. Là, le gros, c'est les 25% pour
le Canada, les 25% pour le Mexique. Là, il est face à, en fait, il rétablit la doctrine Monroe, c'est-à-dire le précaré des États-Unis. Il a compris que le monde était un monde d'empire. Et il veut que l'empire américain soit à nouveau respecté. Et c'est son obsession. Et donc, il va faire le ménage déjà pour consolider son précaré, avec des prétextes qui en sont sans en être. Dire que le fentanyl, vous savez, cette drogue de synthèse faite à partir d'une molécule vendue par les Chinois, commercialisée par les cartels mexicains, est en partie responsable de la toxicomanie aux États-Unis. C'est vrai. Maintenant, est-ce que appliquer des sanctions, des tarifs douaniers de 25% sur l'économie mexicaine, ça va couper l'arrivée du fentanyl aux États-Unis. Il va falloir qu'il couple ça avec une attaque des cartels qu'il a promis aussi. Il a mis les cartels mexicains sur la liste des groupes terroristes. Donc il a des grands projets pour arrêter justement la drogue. On en parle souvent. Je sais que c'est vraiment en France, on se dit oui, il faut faire la guerre aux trafiquants, il faut faire la guerre aux cartels à Marseille. Là, Trump, il est décidé de faire la guerre voilà. C'est pour ça qu'il décide d'imposer les Mexicains et les Canadiens. C'est un peu le même principe, sauf que voilà, je pense qu'il a une réelle intention de dire le Canada, en gros, ça doit faire partie de l'espace des États-Unis d'Amérique. Vous vous rendez compte, mais pardon, mais là on prend ça un peu comme ça, le Groenland, le Canada, enfin c'est un peu comme Poutine avec l'Ukraine. Ouais, écoutez, pardon, excusez-moi, sans déclencher de guerre, et là personne ne sait. Vous avez totalement raison. Parce oui, Nathan Devers. L'argument clé de Vladimir Poutine pour justifier toutes ces invasions ou toutes ces agressions, avant même l'Ukraine, c'était de dire, regardez la manière dont les États-Unis se comportent, la guerre en Irak en 2003, d'autres mensonges, les ingérences sous Reagan. Finalement, si les États-Unis utilisent le droit international et les valeurs de l'ONU pour justifier ce qu'ils font, nous aussi, nous avons le droit de conquérir l'Ukraine, etc. Et en effet, dès lors qu'un nouveau président américain, je ne parle pas de la guerre économique, mais dès lors que déjà, avant même son arrivée à la Maison-Blanche, avant même son investiture, il menace les frontières souveraines de certaines démocraties limitrophes, ou presque limitrophes, eh bien évidemment qu'à partir de là, on peut imaginer que demain, Vladimir Poutine aura beau jeu de dire, mais regardez comment se comporte notre rival américain, vrai, on peut faire la même chose. Mais juste sur la guerre économique, moi je distinguerais deux choses. La guerre économique contre la Chine, objectivement, Trump ou non, elle me semble justifiée. Je veux dire, la Chine, pour des raisons économiques et politiques. La Chine, économiquement, est un empire qui est déjà, mais qui sera dans les décennies à venir, en position de rivaliser avec la puissance américaine. Donc je comprends que les États-Unis se disent, on n'a pas envie, évidemment, de se faire remplacer. Parce que si la Chine, demain, remplace les États-Unis, à long terme, c'est même l'implosion de l'ONU. Vous voyez, c'est une sorte de nouvelle organisation internationale qui n'aurait plus son siège à New York, c'est la fin de la suprématie américaine. Donc, et puis la Chine représente un modèle politique qui est totalitaire. Le crédit social, entre autres, le massacre, les Ouïghours qui sont mis en camp de concentration et qui sont stérilisés, plein d'autres mesures, la fin de la démocratie à Hong Kong. Bon, donc que Trump déclare la guerre économique à la Chine, ça me semble légitime. Ce qui me semble problématique, c'est que dans cette logique-là, comme vous l'avez très précisément expliqué, la vraie agressivité, elle est dirigée vers une démocratie amie, à savoir le Canada. En tout cas, ami, pas forcément de Donald Trump, mais ami des États-Unis. Et que là, il y a un risque, peut-être sous couvert de puissance viriliste, il y a un risque, en fait, de désintégration de l'Occident. Et paradoxalement, Trump, président nationaliste, président du drapeau, président du retour du Golden Age, de l'âge d'or, c'est peut-être le président qui marquera l'implosion, la désintégration de la puissance du bloc occidental parmi les différents empires qui régissent aujourd'hui la planète. C'est horrible. Non, moi je pense que vous pouvez le dire, mais je crois que le processus est déjà bien entamé. C'est-à-dire, là on parle de guerre économique, mais il y a aussi une guerre politique qui est en train de se jouer, dans laquelle les alliés de Donald Trump, en particulier à une époque c'était Tucker Carlson qui était vraiment en pointe, maintenant c'est Elon Musk. Quand on voit la participation d'Elon Musk aux prochaines élections en Allemagne, si Alice Weidel de l'AfD est élue et la nouvelle chancelière, elle a promis de quitter l'Union européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne quitte l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Donc
ce qui s'est passé avec Mélanie, c'est pareil. Les Américains ont courtisé Mélanie. Ils ont courtisé Orban. Orban, ça a été vraiment leur cheval de Troie du conservatisme, du retour de Trump en Europe. Bon, après, il y en a eu deux Fico en Slovaquie, Mélanie, etc. Mais si vous voulez, d'abord, sur des questions migratoires, sur des questions de sécurité, voilà, ils se sont alignés progressivement sur l'idéologie de Trump. Et aujourd'hui, le gros morceau, c'est l'Allemagne. Il y a l'Angleterre aussi, avec pareil, Elon Musk qui s'immisce. Donc là, on est face à une volonté, un peu comme pour le Canada, de faire exploser le système. Incroyable, voilà. Incroyable. Il est 20h30. Mais c'est passionnant. On veut continuer de parler, mais on va continuer de parler.